Excellencies, the distinguished guests, ladies and gentlemen, the Brazzaville Foundation is pleased to welcome you to this high-level roundtable, which is symbolically part of the celebration of the International Day of Africa. Our foundation, also based in London, feels African, and all our energy consists in respecting the vision of its founder, Jean-Yves Olivier, which we share, that Africans should be at the heart of the action that concern them. This event has also been scheduled in the wake of the 74th World Health Assembly, which has been taking place since yesterday, and will close on 3rd June. Why? In January 2020, at the Lomé Summit, 6 African heads of states and governments from the Republic of Congo, Ghana, Niger, Senegal, Togo, and Uganda signed a political declaration committing themselves to fight against the trafficking of substandard and falsified medicines. In April 2021, the Republic of Gambia decided to join them in what we call the Lomé Initiative. The Brazzaville Foundation provides technical support to those countries. Today, we want to alert the member states of the World Health Organization to the danger of trafficking in falsified and substandard medicines, and especially in this period of pandemic. That is why, with Professor Moustapha Mejiyawa, Minister of Health and Public Hygiene of the Republic of Togo, we wanted to organize this roundtable in order to prepare some recommendations to the World Health Assembly. Among the speakers and listeners, we are very pleased to count today representatives of intergovernmental organizations, cooperation agencies, the pharmaceutical industry, and for civil society members of NGOs, other foundations, and congregations involved in health issues. We are about 200. There will be 2 separate panels, which with the event lasting a total of 2 hours. On behalf of the President and trustees of the Brazzaville Foundation, I welcome you all. We urge all attendees to join in the conversation on Twitter through the hashtag BFSMS and to ask questions through the Q&A function of the Zoom application. Attendees can also choose whether to listen in French or English at the bottom of the screen. I will now switch into French to introduce the subject that we will discuss. Donc la Fondation Brazzaville a, comme je vous l'ai indiqué, lancé l'initiative de Lomé en 2020. Certains d'entre vous ont déjà découvert notre rapport quinquennal qui a été publié en début du mois d'avril. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore feuilleté, à nous rejoindre sur le site internet où vous pourrez le télécharger. L'initiative de Lomé, créée en janvier 2020, rassemble 6 États africains, la République du Congo, le Ghana, le Niger, le Sénégal, le Togo et l'Ouganda. Et comme je vous l'ai indiqué il y a quelques minutes, la Gambie a récemment décidé de se joindre à nous. Ces pays ont signé une déclaration politique qui les engage à introduire notamment des législations pour criminaliser le trafic contre les faux médicaments. Elle les engage aussi à signer et ratifier des conventions internationales dont nous allons parler dans le courant de cette table ronde. Je pense bien sûr au traité pour l'Agence africaine du médicament. Nous parlerons tout à l'heure avec son envoyé spécial, Michel Sidibé. La Convention Médicrime du Conseil de l'Europe, nous en parlerons tout à l'heure avec Oscar Alarcón, qui est le secrétaire exécutif du comité. Puis bien sûr, les conventions de Palerme et de Mérida qui sont promues par l'ONU-DC. Il s'agit enfin aussi, à travers la déclaration de Lomé, de promouvoir des mécanismes interagences et internationaux africains à partir notamment, nous allons l'aborder dans un instant, de plans nationaux de lutte contre les faux médicaments. Alors, qu'avons-nous fait depuis janvier 2020? En termes de plaidoyer, nous avons essayé d'identifier de nouvelles parties prenantes. Et dans la table ronde d'aujourd'hui, on en retrouve à la fois du côté des locuteurs et puis du côté de nos auditeurs. Il s'agit effectivement de renforcer les alliances stratégiques, car ce sujet, vous le savez, est grave, puisque des vies sont en jeu.
Nous travaillons également sur le cadre normatif. Nous avons réalisé depuis l'année dernière un audit législatif par pays qui nous permet de faire un état des lieux des législations concernant la lutte contre les faux médicaments. Ce travail va nous permettre de restituer l'étude aux différents gouvernements et puis nous allons aussi pouvoir faire un travail de comparaison et de comparaison notamment de deux systèmes, le système common law, le système civil law. Enfin, pour le cadre normatif, nous allons pouvoir aussi accompagner les différents gouvernements dans la ratification des traités et des conventions internationales que nous avons cités tout à l'heure. Dernière tranche de notre feuille de route, c'est tout ce qui est le renforcement des capacités, le renforcement des compétences. Ce que nous cherchons à faire sur la deuxième partie, le deuxième semestre de 2021, c'est d'appuyer les gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre les faux médicaments. Le professeur Mijiyawa, qui est le ministre de la Santé du Togo, va certainement dans un instant vous parler de ce qui se passe au Togo et nous entendrons aussi le ministre du Niger. Et bien évidemment, dans ce travail, ce que nous cherchons à faire, c'est un travail sur mesure pour que les propositions qui sont faites correspondent aussi et surtout aux besoins de chacun des pays. L'initiative de Lomé, si on devait la résumer en une image, eh bien, elle viserait en réalité à répondre à un défi clé qui est d'amener du médicament de qualité à chaque patient africain. Ce médicament, il emprunte au moins 3 canaux à travers le secteur public, le secteur privé et la société civile. Bien évidemment, la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique démarre au niveau international. On le voit ici dans ce schéma. Avant de franchir les frontières pour apporter le médicament dans les pays, eh bien, il faut passer par plusieurs étapes. Les agences d'approvisionnement pour le secteur public, des fabricants, des fournisseurs pour le secteur privé. Et puis pour la société civile, on rentre là dans le réseau, notamment des ONG et des congrégations. On sait que les congrégations, il y en a pas mal qui nous écoutent aujourd'hui, sont aussi à la tête de réseaux de centres de santé et d'hôpitaux. Le médicament passe au niveau national, dans le secteur public, notamment à travers les pharmacies centrales. Bien évidemment, il franchit le niveau régional, le niveau local, pour arriver jusqu'au patient. Jusque-là, tout va bien. Les feux sont verts, en quelque sorte. Le problème réside dans ce que nous appelons les effets de la corruption sur la chaîne d'approvisionnement du médicament. Se loge sur ces 3 canaux un quatrième canal qui est celui du trafic et des activités criminelles. Et là, on voit à travers ce schéma comment les trafiquants s'organisent pour infiltrer l'ensemble des réseaux et arriver par des marchands de rue notamment à toucher les différents patients, les malades. Ce schéma, outre le fait qu'il nous montre le problème de la corruption sur la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, il nous montre que si la question des faux médicaments est une question de santé publique, ce n'est pas qu'une question de santé publique. Il y a d'autres départements ministériels qui doivent être à l'œuvre pour faire cesser. Nous avons pensé que ces plans nationaux de lutte contre les faux médicaments doivent avoir une dimension systémique. Une approche systémique pour bien sûr parvenir à la fin à améliorer la question de la santé publique. Mais on voit bien à travers le schéma que je vous montre que cette question touche aussi la sécurité à travers les ministères de la Défense et de l'Intérieur, touche une question de justice. On a cité tout à l'heure la question de l'amélioration des législations. Donc ça, c'est le travail du ministère de la Justice. Les ministères des Finances, avec les douanes, peut-être que Monsieur le ministre de la Santé du Niger nous dira ce qui a été fait, par exemple, au Niger pour former le corps des douanes, et inévitablement le ministère du Commerce, parce qu'il s'agit d'un secteur informel qui est infiltré par le faux médicament. Alors, notre agenda aujourd'hui tourne autour de cette question
que vous avez reçus dans les invitations. Et ce que nous essayons de faire, ce que nous allons essayer de faire vers 2 panels, c'est de répondre à la question, voir à la fois en quoi le risque qui augmente de trafic du faux médicament, notamment depuis le début de la pandémie, est un problème de santé publique. Ce sera l'objet du panel numéro 1 qui va être ouvert dans un instant. Et en quoi c'est aussi une question de sécurité et d'état de droit. Ça, ce sera l'objet du panel numéro 2. Le premier panel va durer à peu près 45 minutes. Nous essaierons d'être à l'heure à 15 heures, heure de Londres, pour Monsieur le ministre de la Santé du Niger, qui devra nous quitter car il a une réunion très importante, mais il nous fait l'amitié d'être présent, bien entendu. Pour l'instant, nous allons voir comment nous allons fonctionner cet après-midi. L'équipe de la Fondation Brazzaville prend des notes de cette table ronde, et ce que nous allons tenter de faire, c'est de faire un rapport, des recommandations à partir des apports qui seront faits tout au long de ces 2 heures, pour les porter à la 74e Assemblée mondiale de la santé, qui se clôture donc mardi prochain, nous évidemment par des ministres, et le premier d'entre eux, qui est le coordonnateur politique de l'initiative de Lomé, le professeur Moustapha Mijiyawa, qui est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo. Veuillez m'excuser, monsieur le ministre. Je vais à présent passer la parole au professeur Mijiyawa pour qu'il puisse nous présenter ce qui est fait, bien évidemment, depuis le Togo. Et puis, inévitablement, il nous parlera aussi de l'initiative de Lomé telle qu'elle est vécue par la coordination des 6 pays avec la Gambie. Monsieur le ministre, je suis ravi de vous retrouver et vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami, et bienvenue à toutes et à tous à cette très importante réunion. Et je salue l'ensemble des amis qui sont là, et parce que nous allons aborder avec la détermination et le dévouement de tous une question fondamentale de santé publique et qui va au-delà du domaine de la santé d'ailleurs, et qui a trait au trafic des médicaments falsifiés de qualité inférieure. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Richard, il est évident aujourd'hui que ce trafic est l'un des plus redoutables du monde, parce que manifestement ce trafic est l'un des plus lucratifs, peut-être plus que celui même des armes, certainement 10 fois plus que celui des drogues. Et il y a un certain nombre de chiffres qui d'ailleurs sont en deçà de la réalité, mais c'est les chiffres dont nous disposons. Et en 2009, il y a plus de 20 millions de comprimés, flacons et sachets saisis en 5 mois seulement dans le cadre de ce trafic par l'Organisation mondiale de la santé. En 2018, il y a plus de 500 tonnes de saisies concernant les faux médicaments et des médicaments falsifiés. Et les faux médicaments, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'a dit mon ami Richard il y a quelques instants, c'est que ça va au-delà du drame de santé publique, puisqu'il est établi aujourd'hui que c'est une source de financement de certains domaines d'insécurité, notamment le terrorisme. Et quand on prend un continent comme l'Afrique, bien évidemment, ce problème est beaucoup plus accru qu'ailleurs, puisque en 2018, il y a eu 420 tonnes de produits médicaux illicites qui ont été saisis. Et il y a un pays de la sous-région ouest africaine où il y a eu 120 tonnes de faux médicaments saisis, alors que ce pays a même adhéré déjà à la Convention Médicrime. Et le problème, c'est que le trafic affecte tous les médicaments, même les médicaments d'usage courant, comme les antidouleurs, les antibiotiques, les médicaments qui sont utilisés pour des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, dont on connaît la haute fréquence croissante en Afrique. Et aujourd'hui, ça va même toucher des médicaments qui sont utilisés contre le cancer, et de même que des médicaments utilisés pour améliorer les performances sexuelles.
Alors, donc, tous les pays sont concernés. Et quand on prend un pays comme le Togo, l'Ordre national des pharmaciens a établi que plus de la moitié des médicaments utilisés relèvent du faux. C'est dire le drame que cela représente. Et les causes de ce trafic-là sont nombreuses. Il y a l'insuffisance de la réglementation du secteur pharmaceutique. Il y a la faiblesse de la législation pour la répression du commerce illicite. Il y a la faible capacité de production locale, donc ce qui fait que la demande est toujours supérieure à l'offre. Et bien évidemment, quand c'est comme ça ouvre la voie à l'irrégulier, à l'illicite et à l'illégal. Il y a une faible disponibilité de médicaments essentiels dans nos pays et il y a un souci aussi lié à l'accessibilité financière. Par exemple, il est établi que les ménages consacrent une bonne proportion de leurs revenus à l'achat de médicaments. Alors, quand on prend la situation que nous connaissons depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la COVID-19, avec tout ce que cela a comporté, tous les maillons de la chaîne concernant la COVID-19 sont l'objet de faux médicaments. C'est-à-dire que nous avons eu d'abord le matériel de protection, que ce soit les masques, que ce soit les outils de protection individuelle et également les gants. Tout ceci a été l'objet de trafic. Les médicaments, notamment la chloroquine, l'hydroxychloroquine que nous connaissons depuis des années ici, qu'on utilise dans le cas du palu. Dès qu'on a dit que c'est utilisé pour traiter la COVID-19, bien évidemment, ça a été l'objet de trafic et on a saisi beaucoup de cas de faux, de même que l'azithromycine. Les tests de dépistage, là aussi, on a eu beaucoup de faux et tout le monde est devenu en même temps producteur, fabricant ou vendeur de tests COVID-19, de même qu'aujourd'hui, le vaccin. C'est ce qui fait qu'il était utile de redoubler de vigilance concernant tous les aspects concernant la COVID-19. Alors, quand on voit tout ça, ça a justifié le fait que les chefs d'État, notamment le chef de l'État du Togo, et en lien avec la Fondation Brazzaville, on dit qu'il est temps de saisir le taureau par les cornes. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que la faiblesse de la législation fait que lorsque même il y a des saisies, il est rare que ça aboutisse à terme. C'est-à-dire qu'on laisse la justice faire son travail. Il y a toujours des interventions et c'est conscient de ça que les chefs d'État ont dit il faut mener une initiative africaine et compte tenu du fait que le mal, même s'il est mondial, il est plus marqué en Afrique et c'est ce qui a généré l'initiative de Lomé en lien avec nos amis de la Fondation Brazzaville. Alors, cette initiative a été lancée à Lomé en janvier 2020 avec les chefs d'État des pays dont a parlé tout à l'heure mon ami Richard. Et ça a été fait en lien avec également l'Organisation mondiale de la santé dont le directeur général a été présent. Et donc, depuis lors, il y a un certain nombre d'activités qui ont été menées avec le Togo qui assure la coordination politique et la Fondation Brazzaville qui assure la coordination technique. Et nous avons eu non seulement beaucoup d'échanges virtuels, mais il y a eu 2 présences physiques au cours desquelles nous avons eu à beaucoup échanger avec aussi bien Jean-Yves Olivier que Richard Amalvi. Alors, les actions menées, c'était de dire que dans tous ces pays qui ont été à l'origine de cette initiative, on va procéder à l'état des lieux de l'existant, c'est-à-dire voir l'importance du trafic, mais en même temps voir ce qui existe comme élément législatif. Et on va susciter l'élaboration d'un accord cadre parce qu'il y avait un draft qui a été mis en place et maintenant, ce draft est soumis aux différents pays avec l'établissement d'une feuille de route et puis inciter les différents pays à élaborer une politique nationale de lutte contre les médicaments de qualité inférieure et les médicaments falsifiés. Donc, tous ces pays sont en train d'élaborer cette politique nationale et en même temps, nous sommes en train
d'inciter de nombreux autres pays africains en vue de leur adhésion à cette initiative. Alors, il faudra que cette initiative de Lomé puisse s'intégrer dans le lot existant déjà sur le plan mondial de lutte contre ce fléau-là, c'est-à-dire l'adhésion à la Convention Médicrim, l'adhésion à l'Agence africaine du médicament, et je salue la récente nomination de mon ami Michel Sidibé au niveau de l'Union africaine, et je pense que compte tenu de son parcours et compte tenu de sa connaissance du sujet, compte tenu de son engagement et qu'on a eu à observer aux différents postes qu'il a occupés, j'ai été très heureux d'apprendre sa présence à ce poste-là et c'est pourquoi je salue sa présence ce matin à notre séance de travail. Et bien évidemment, ceci va permettre le renforcement de partenariats avec toutes les institutions ayant les mêmes objectifs, que ce soit l'Agence africaine du médicament, bien sûr l'Organisation mondiale de la santé, dont la représentante au Togo fait preuve d'un dévouement inoxydable que je salue ici, et l'Agence européenne du médicament, bien sûr, Médicrim, bien sûr, et toutes ces conventions. Nous sommes en train d'entreprendre des démarches, nous sommes en contact avec ces différentes entités pour l'adhésion de nos pays à cela. Et il y a quelques jours, l'ONUDC, nous avons eu à mener une visioconférence où nous avons exposé d'ailleurs ce qui est fait dans le cadre de l'initiative de Lomé et nous avons été heureux de constater que la vision, les objectifs, les méthodes sont partagés. De même que nos amis du LEM, les entreprises de médicaments, la semaine dernière, nous avons échangé avec eux et c'était des échanges très fructueux et nous allons continuer dans ce sens-là. Et on s'était entendu d'ailleurs pour dire que la réunion, sa brièveté, va permettre de servir de jalon pour des échanges futurs. Je salue la présence de M. Bruguère, dont l'engagement est connu de longue date, dans un domaine qui était le terrorisme et qui n'est pas sans lien avec le problème que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je dis un grand merci à tous les participants à cette visioconférence et salut fraternel aux uns et amical aux uns et aux autres. Et bien sûr, nous ne doutons pas un seul instant du caractère fructueux de nos échanges qui vont en droite ligne de l'initiative de Lomé, à laquelle, bien évidemment, notre séance de travail ne pourra que galvaniser les tentacules et la dissémination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos inspirés, comme toujours. Madame Moetti, directrice régionale de l'OMS, n'a pas pu se joindre à nous, ça l'excuse, mais elle a délégué 2 intervenants pour la représenter, le docteur Fatoumata Binta Diallo, qui va s'exprimer dans un instant, qui est la représentante résidente de l'OMS au Togo, et monsieur Stanislas Knaskov, qui est responsable des systèmes de réglementation au bureau régional de l'OMS à Brazzaville. Madame Diallo, bonjour. Pouvez-vous nous dire quels sont les défis que l'OMS doit relever pour répondre aux besoins des pays africains avec la double problématique de la pandémie et du trafic de médicaments? Merci beaucoup, Monsieur le ministre en charge de la Santé de la République togolaise, Monsieur le directeur général de la Fondation Brazzaville, Monsieur l'envoyé spécial auprès de l'Union africaine pour l'Agence africaine de médicaments, distingués invités en vos grades et tout protocole respecté, chers participants. Et je voudrais avant tout propos d'abord, au nom de la directrice régionale de l'OMS, féliciter la Fondation Brazzaville pour l'organisation de cette table ronde qui s'adresse à un véritable problème de santé publique, particulièrement en Afrique. Aussi, elle me charge de vous remercier d'avoir associé notre organisation à cet important événement, particulièrement en ce moment de la 74e Assemblée mondiale de la santé et de la Journée de l'Afrique. Et c'est sûr que cette table ronde vient à point nommé. Le problème du médicament de qualité inférieure et falsifié étant de plus en plus croissant, particulièrement dans le contexte de la COVID-19, menaçant ainsi la sécurité sanitaire mondiale.
Force est de reconnaître, bien sûr, que la COVID a augmenté significativement la demande en médicaments, vaccins, réactifs et autres produits de santé, créant ainsi une opportunité pour les personnes mal intentionnées de distribuer des produits médicaux falsifiés. Aussi, la demande dépassant désormais l'offre auprès de 2 grands fournisseurs et producteurs de médicaments au monde que sont la Chine et l'Inde, on se rend compte que le commerce du médicament contrefait et dangereux a pris beaucoup d'ampleur. La perturbation aussi des chaînes d'approvisionnement a créé des pénuries très, très importantes à travers le monde et qui fait que les médicaments essentiels étaient complètement très rares. Cela a permis aux trafiquants d'infiltrer les canaux de distribution légitimes que nous connaissons. Pour corroborer un peu avec ce que le ministre nous disait, on estime au niveau de l'OMS qu'un médicament sur 11 est soit falsifié, soit non conforme aux normes internationales. L'industrie pharmaceutique mondiale représente aussi plus de 1 000 milliards de dollars par an et le commerce du médicament contrefait plus de 30 milliards de dollars par an dans les pays à faible revenu. C'est aussi le cas de rappeler que plusieurs notifications sont faites à l'OMS pour la détection des produits liés à la détection de SARS-CoV-2, notamment de diagnostic in vitro, de laboratoire, alors qu'à ce jour, on peut vous dire qu'il n'y a que 8 pays qui disposent de la liste de diagnostic in vitro approuvée par la réglementation accélérée. On observe aussi, toujours dans la problématique, des recettes traditionnelles de qualité inférieure, même falsifiées, de médicaments traditionnels et dont l'efficacité n'a pas été du tout démontrée et qui retardent réellement la prise en charge. Les risques donc sont très importants au niveau de la santé publique et au niveau hors de santé publique. Très souvent très dangereux, comme on le dit, ils peuvent engendrer des effets secondaires très graves à portée à des portées très, très importantes sur la vie humaine, pour arriver même à des décès. Cette utilisation favorise aussi la résistance aux antimicrobiens. Ce phénomène n'est pas nouveau, on le sait. Il est reconnu depuis plus d'une 50aine d'années et plusieurs initiatives ont été mises en œuvre, soit par l'OMS, l'UNIDC, l'Union africaine et tous les autres partenaires pour lutter contre ce fléau qui est vraiment un tueur silencieux. Concernant la COVID-19, on sait qu'il y a quand même des autorités. Ce que l'OMS est en train de faire, tout en rappelant rapidement les défis que nous avons, qui sont très nombreux actuellement et pour lesquels l'OMS est en train d'apporter d'apporter un apport, soit un appui technique, soit un plaidoyer de très haut niveau pour essayer de s'adresser à ces défis. On peut les classer en 3 catégories. Soit sur le plan organisationnel, on a les faiblesses de coordination et de collaboration multisectorielle et intersectorielle, nationale et interpays, prenant en compte bien sûr la porosité des frontières qui fait qu'il faudrait renforcer ces collaborations et ces coordinations. On connaît aussi comme autre défi au niveau organisationnel la faiblesse des systèmes d'approvisionnement et de transparence dans les chaînes de distribution, y compris les détournements qu'on connaît, conduisant à des ruptures fréquentes des stocks au niveau des structures de santé, au niveau des structures de distribution des médicaments. Il y a aussi la faiblesse des mécanismes de régulation des prix des médicaments et de remboursement. C'est-à-dire qu'on sait que dans nos pays encore, l'assurance maladie universelle est très embryonnaire dans beaucoup de pays. Il y a aussi la faible accessibilité financière des populations dont parlait Monsieur le ministre aux médicaments et donc ce qui fait que la population fait recours aux médicaments de la rue. L'insuffisance des capacités techniques et de collaboration entre les prescripteurs de médicaments, c'est-à-dire le système de santé, et les fournisseurs de médicaments, c'est-à-dire les vendeurs de médicaments, dans la prescription et la délivrance des produits de santé. Il ne faut pas oublier la faible organisation de la médecine traditionnelle dont j'en parlais et le contrôle de la qualité de ces produits qui sont très importants en Afrique. L'insuffisance des stratégies de communication des risques, sur les risques
et les faibles sensibilisations et adhésions des communautés aux stratégies et interventions de lutte contre ces médicaments. Du point de vue juridique, on a comme défi la faiblesse de la législation pour la répression du commerce illicite. Il y a la lenteur et le retard dans l'adhésion aux conventions internationales telles que l'AMA, l'Agence africaine de développement, l'initiative de Lomé et Medicrime. Et sur le plan institutionnel, on a aussi des défis qui sont, entre autres, la faible capacité de production locale des médicaments essentiels et qui a comme corollaire la non-satisfaction de la demande, qui conduit bien sûr à aller chercher des médicaments de qualité inférieure. Il y a l'insuffisance dans la régulation du secteur pharmaceutique et du médicament, dont la pharmacovigilance, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments, le contrôle du marché du médicament, les inspections pharmaceutiques qui sont très, très lentes, les informations et le contrôle de la publicité pharmaceutique qui est vraiment envahissant dans nos pays et les essais cliniques. De toutes les façons, de ce côté, mon collègue qui va du bureau régional pourra mieux nous édifier. Et par rapport à tout ceci, l'OMS est en train de travailler pour aider réellement à adresser ce problème. Concernant la COVID-19 qui nous réunit aujourd'hui, l'OMS a validé les listes d'urgence ainsi que les coordonnées de toutes les autorités agréées pour produire ces médicaments et les produits de santé afin de réduire les risques d'introduction des produits mal faits. Ces listes sont mises à jour de façon régulière en ligne et l'OMS alerte tous les temps les États membres sur les nouvelles incidences des produits et des produits médicaux falsifiés. C'est le cas, par exemple, au mois de mars dernier, où on a alerté rapidement sur la circulation d'un vaccin anti-Covid falsifié. Il faut rappeler aussi que l'OMS abrite au niveau mondial le dispositif des États membres qui pilote la surveillance et la lutte contre les produits de qualité inférieure et falsifiés, et la région africaine, à travers les États membres, a désigné certains points focaux. Aussi, la région africaine le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique anime la plateforme des partenaires pour le renforcement de la réglementation des produits médicaux, y compris les vaccins. Et nous pouvons rappeler aussi que la stratégie régionale de la réglementation des produits médicaux mise à disposition des pays, la stratégie 2016-2025, sert de boussole pour le renforcement des systèmes nationaux de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Définitivement, nous pouvons dire un bon accès aux médicaments de qualité, l'OMS recommanderait aux pays une plus grande vigilance sur le fléau dans l'optique de la protection de la santé publique. Des mesures de criminalisation, riposte juridique sont nécessaires, mais à elles seules, on n'est pas sûr qu'elles soient suffisantes. Le renforcement des systèmes nationaux de régulation du secteur de la pharmacie et du médicament, y compris le contrôle de qualité. L'amélioration de l'accessibilité financière à des médicaments de bonne qualité. C'est sûr, une collaboration accrue entre les différentes autorités nationales et supranationales dans la lutte et le suivi de la chaîne d'approvisionnement est très importante. Nous pensons aussi que l'adhésion et la mise en œuvre de différentes conventions internationales, dont l'Agence africaine du médicament et toutes les autres, est très importante et il faut qu'on l'accélère. La notification à l'OMS de la découverte de tout produit falsifié pour essayer de tout de suite anticiper et que tout pays puisse participer aux investigations internationales sous l'égide de l'OMS. En conclusion, nous pouvons dire que l'accès aux produits de santé de qualité est essentiel pour la couverture santé universelle. L'OMS encourage donc la mobilisation des ressources nécessaires pour la production locale des médicaments essentiels de qualité et de leur disponibilité au dernier kilomètre. Nous osons espérer qu'avec cette table ronde, nous allons contribuer à bâtir des alliances stratégiques
pour vaincre ce fléau qui est un véritable tueur silencieux. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter plein succès à cette table ronde, mais aussi à la 74e session de l'Assemblée mondiale de la santé et surtout nous souhaiter très bonne fête à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Je vous remercie. Merci, Madame Diallo, pour ce plaidoyer qui vous ressemble, très engagé, bien entendu. Dans le cadre de l'initiative de Lomé, la coopération avec l'OMS est primordiale. Je salue par ailleurs les autres représentants de l'OMS qui sont parmi les auditeurs, notamment à Genève. Une des questions importantes dans la préservation de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement du médicament concerne les autorisations de mise sur le marché. Sans enlever les pouvoirs des autorités régulatrices au niveau national, il est question de créer une instance régulatrice au niveau du continent, adossée à l'Union africaine. Nous avons le grand honneur de recevoir Michel Sidibé, ancien ministre de la Santé du Mali, qui a été nommé en avril dernier envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine des médicaments. Monsieur l'envoyé spécial, bonjour. Pour reprendre le titre d'une tribune que vous avez fait paraître récemment, je vous pose une question très simple. Pourquoi la création de l'Agence africaine du médicament est une urgence impérieuse? Je voudrais commencer par vous remercier pour votre leadership, remercier mon frère Moustapha, le professeur, pour son leadership sur une question qui nous interpelle, évidemment, une question du jour, une question qui s'impose à nous quand on voit déjà ce qui se passe dans le monde avec la COVID. On sait très bien que la question du médicament, la question des vaccins, l'accessibilité à ces services deviennent des questions clés pour la survie de nos populations. Et c'est d'autant plus important que moi, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que cette Afrique, quand même, représente 17% de la population mondiale. Et 17% de la population mondiale, ça veut dire sur 1,3 milliard, nous avons une population tellement importante que nous ne pouvons plus l'ignorer comme une force d'abord, mais l'ignorer aussi en termes d'accès de soins de qualité et particulièrement des médicaments de qualité. Et j'ajoute à cela que sur ces 17% de la population mondiale, il faut considérer que cette Afrique représente pratiquement 25% de la morbidité, c'est-à-dire du poids de la maladie dans le monde. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 qui se trouve être malade se trouve aujourd'hui en Afrique. Et donc, cette morbidité qui est très élevée, comme on peut le savoir, que ce soit pour le paludisme, où on a plus de 90% des cas annuels de paludisme dans le monde, mais on sait aussi que la plupart des faux médicaments ou des médicaments falsifiés ou des médicaments qui sont, en tout cas, de mauvaise qualité, ont été souvent aussi à la base d'une mortalité forte concernant le paludisme. Mais si on continue à analyser un peu où est-ce que nous nous trouvons après combien d'années avec en Afrique, disons, je dirais, on ne produit que 3% des médicaments que nous avons. Même si on a 1,3 milliard de population, on produit 3% des médicaments que nous consommons. On ne produit pratiquement pas de vaccins. Donc, on se trouve devant une urgence aujourd'hui. Une urgence d'abord pour produire, une urgence pour mieux réglementer, une urgence pour faire en sorte qu'on puisse avoir des produits de qualité, que le partenariat que nous allons établir puisse être porteur, en tout cas, d'un mouvement qui va aller vers la protection des plus démunis. Et là, vous l'avez mentionné, je pense vous-même et mon frère, le professeur, l'a mentionné, les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique comptent en Afrique des multitudes d'intermédiaires et contribuent bien sûr à la distribution de faux médicaments dans certains cas, mais aussi fait qu'aujourd'hui, le médicament en Afrique est pratiquement le plus cher au monde à cause, bien sûr, de tous ces intermédiaires. Mais en plus de cela, comme on vient de le mentionner, l'Afrique présente la plus forte prévalence de médicaments de mauvaise qualité qui ne sont pas conformes aux normes et qui sont souvent falsifiés. Et souvent, les personnes qui sont victimes de cette situation, et je dirais, comme disait mon frère et mon ami Gentilini, c'est criminel à deux niveaux. C'est criminel d'abord parce que ce sont des groupes mafieux
qui s'enrichissent et qui profitent de la pauvreté, à ce niveau-là, c'est criminel, mais c'est criminel à un deuxième niveau parce que tout simplement, ils profitent de l'absence de réglementation pour faire en sorte que ces pauvres aillent vers ce marché parallèle, ce marché illicite et qui ne les soigne pas. Donc, à ce niveau-là, moi, je voudrais dire qu'il est important pour nous vraiment de pouvoir travailler ensemble, de faire en sorte que la Fondation Brazzaville, l'initiative de Lomé, devienne une réalité dans le quotidien et qu'on puisse utiliser tout ce que nous avons comme moyen pour pouvoir profiter aussi de ce pilier institutionnel très important. J'en parle parce que je pense que c'est indispensable. Cette zone de libre-échange continentale africaine va jouer un rôle important parce que la circulation de ces médicaments vont devenir une réalité. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là et compte tenu de la situation de la COVID que les États africains se sont dit il est important, il est impérieux de faire en sorte que l'Union africaine et ses États membres puissent investir rapidement dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies. Donc, cela a mis en exergue la nécessité de renforcer, à mon avis, la diplomatie politique en matière de santé en Afrique, parce qu'on le constate jusqu'à présent, même les achats groupés, même la capacité d'avoir accès à temps. Quand vous regardez aujourd'hui, on n'a que 2% de la population africaine qui arrive à avoir accès au vaccin de la COVID. Bon, on se dit qu'il y a quand même un problème. Quand il y en a 1 sur 500 en Afrique et qu'il y en a peut-être 1 sur 20 dans les pays développés, il y a un problème très sérieux et qu'il fallait nécessairement qu'on puisse au moins avoir cette diplomatie politique en matière de santé. Le leadership et la coordination au sein de l'Union africaine va être indispensable pour combattre ces faux médicaments et faire en sorte que tous les partenaires techniques, que ce soit le LEM, que ce soit l'OMS, que ce soit toutes les autres agences qui travaillent sur cette initiative de Lomé à travers la Fondation Brazzaville, puissent venir ensemble et pouvoir harmoniser leurs approches et faire en sorte que, en définitive, on puisse prendre des décisions qui nous aident. C'est dans ce contexte-là, et plus particulièrement dans le contexte dans lequel que je viens de décrire, que l'Agence africaine du médicament, et je vais aller très vite, pourra renforcer, moi je pense, les capacités de l'Afrique en matière de recherche et de développement et pourra nous aider à mieux harmoniser la réglementation, vous en avez parlé, Richard, dans l'enregistrement des médicaments, aider les pays à se conformer aux meilleures pratiques et je dirais aux normes internationales, mais renforcer surtout la capacité de lutter contre les médicaments et produits médicaux de qualité inférieure et les contrefaçons. Et favoriser quelque part aussi la création d'un environnement qui va nous permettre d'aller vers la production continentale de médicaments et de vaccins. Donc, pour ainsi conclure, je dirais que la mise en œuvre rapide de cet instrument innova, attendu de longue date, est essentielle pour la mise en place d'une réelle couverture universelle en matière de santé et surtout pour répondre aux besoins des plus démunis en matière d'accès à des médicaments de bonne qualité. Et je souhaiterais justement à travers le plaidoyer que je suis en train de faire que les États membres qui se trouvent autour de la table puissent accélérer le processus de ratification du traité. Parce que tant qu'on n'aura pas 15 États membres qui auront ratifié ce traité, nous ne pourrons pas mettre en place cette agence africaine du médicament et qui me semble être une opportunité unique pour aller justement vers une meilleure harmonisation de nos approches et faire en sorte qu'on puisse atteindre aussi partiellement les objectifs de Lomé. Je vous remercie, Richard, et encore une fois, excusez-moi parce que dans ce cadre-là, je dois voir le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et probablement le président pour essayer de faire le plaidoyer pour la signature et la ratification
de ce traité. Merci sur l'engagement de la Fondation Brazzaville et surtout des États qui sont engagés dans l'initiative de Lomé. On va tous aller dans la même direction pour vous aider à atteindre au moins les 15 pays pour ouvrir l'agence. À très bientôt et bonne chance en Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde et surtout à mon frère Mustapha. Mustapha, tu organises ma venue rapidement. C'est parfait. On en profite pour passer les messages personnels, c'est formidable. Merci beaucoup. Donc, dès que tu veux, tu viens. Tu es attendu. C'est à ceci que sert aussi la Fondation Brazzaville. Vous le voyez, on le fait en direct. Nous faisons la passerelle. We are bridge builders, so we like this. To build bridges. IFPMA, the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association, is an umbrella association that represents the pharmaceutical industry around the world. Greg Perry, you are the Assistant Director General of IFPMA in Geneva. We also know you because of the Fight the Fakes campaign that organized another event on the same subject this morning. We will come back to the Fight the Fakes campaign in a while. Greg, how does the pharmaceutical industry position itself in this double issue of the pandemic and drug trafficking that we were discussing earlier with the WHO representative? Bon après-midi, good afternoon to all our friends in Africa, especially on this great day, Africa Day. And we thank you very much at the Brazzaville Foundation for setting up this fundamentally important event. Fighting fakes, counterfeit, as we once used to call it, is a fundamental part of our activities when we look at patient safety from the industry's point of view, and also forms a very important part of our own African strategy, which we have developed within the IFPMA. For us, it's very much an issue of striking up partnerships with various stakeholders within the African continent and globally to fight this parasite that we have. We know people are dying, we know children are dying, and we know that criminals are profiteering from this. And the staggering fact is that poor quality care is now the biggest barrier to reducing mortality than the actual lack of access to care. This is simply unacceptable, and this is why we have made this such an important part of our activity. In doing so, we have been a founding member of the Fight the Fakes campaign, which is now the Fight the Fakes Alliance, and I'm very happy to have this on my background. This consists of some 37 partners. Our aim is to raise awareness, to input into policy, and we encourage, as I said, partnerships. We have partnerships from academia, healthcare professionals, youth industry, and patient groups. And the youth element is very important. And I should stress today that the youth network within the Fight the Fakes organization today made a call for action to fight falsified and substandard medicines, and that will be published widely. I think I want to emphasize a few things, if I may. First, yesterday, by the way, IAPO, that's the International Association of Patient Organizations, the International Hospital Federation, the World Medical Association, IFPMA, and Fight the Fakes, we made a statement on the global action on patient safety, and we welcomed the adoption of the WHO flagship Global Patient Safety Action Plan for 2021-2030. And in that, we emphasize the importance, the fundamental importance that making patient safety culture an essential part of universal healthcare coverage. And within that, of course, the fight against substandard and falsified products. As was mentioned today in Fight the Fakes, we held an event just about an hour before this one on the old problem. It's called Old Problem and New Foes, and looking at COVID-19. And I'm going to emphasize the points there because they emphasize very much the points that we see from an industry point of view. We have seen now falsified cases of COVID vaccines, of COVID treatments, of PPE, and of documentation. And we're also seeing a lot of
scamming work. In other words, adverts for get your vaccines here and actually nothing actually in the post. We know that the criminals are exploiting the vulnerability, but there are some important issues that we can look at as ways to fight this. One is ensuring that our communities use public sourced channels to obtain their vaccines and their treatments. The second is obviously investing in technology, dedicated tools and devices to track and trace, to alert the existence of falsified products. The importance of reporting and sharing data and information. And also, a very important point, it was mentioned by Michel just before, is looking at improving certain structures of the supply chain, including the distribution network, which we know in Africa, as was mentioned by Michel, we have far too many people involved in the distribution networks, which means that you create too many linkages, which therefore allows the linkage possibility to break much more often. And this is something that we really need to address in the African continent. I think when it comes to the regulatory aspect, which was again mentioned by Michel, I know he's gone, but a great congratulations to him in being appointed as the special envoy. And within that, we do very much hope that the issue of fighting fakes will be part of it. It's very well known that if we have advanced, resilient, well-resourced regulatory structures combined with a successful, strong, resilient supply chain, we can substantially reduce the penetration of falsified medicines. And that's why the establishment of AMA is so important. Us, together with the International Alliance of Patient Organizations, led a call to action earlier this year with over 50+ stakeholder groups, calling upon the African Union members to ratify the African Medicines Agency and to ensure its implementation, ensure its financial feasibility, and to ensure there is good stakeholder integration into the role of the AMA. We are also holding on the 22nd of June an event on the AMA where Michel is actually hosting. And we're also holding on the 10th of June our own event on falsified medicines in Africa and looking at the various methods in how to deal with that. As an industry, we are cooperating with regulatory authorities. We are monitoring our own supply systems. We're identifying where there are weaknesses. We're identifying where there is infiltration. We are dedicated and invest in stopping theft and infiltration. And this is more so than ever in the case of COVID vaccines. So finally, we support these initiatives. We very much welcome the Brazzaville Foundation's initiative in this area. Medicrime and the criminal activities is something which is fundamentally important to us. We are looking forward to being part of the convention, and that aspect I'm going to leave to my colleague Adam, who's chair of Fight the Fakes, to concentrate on further. Thank you very much. Thank you, Greg, for your input. You know that we want to create synergies between the private and public sectors. And IFPMA's experience can be very useful for enriching the design of the national plans against the trafficking. I also want to greet the listeners of this roundtable who represent the pharmaceutical companies. The detection of counterfeit drugs requires the contribution of the most advanced technologies. African tech is very advanced in the health field, and we ask Greg Roxon to tell us what his company, mPharma, which operates out of Nigeria, does in this regard. Gregory, you have the floor. Thank you, and thanks for having me, and good afternoon to everyone on today's call. In our view at mPharma, supply chain is not just a logistics problem, but it's also a data problem. If you ask most drug regulators in Africa to provide data on real-time use of medicines in their countries,
you will most likely not get any answer. If you wanted to find out, for example, how many antibiotics were consumed last month in a particular country, it will be hard for you to get this information. And the reality is that in most African countries, community pharmacies play a very important role in increasing access to medicines. Most patients and most consumers walk into their local pharmacy as the first point of call if they have any ailment to treat themselves, which is why self-medication is very big on the continent. At mPharma, what we realized was important was that the first step in closing this data gap was to build a digital backbone for community pharmacies that would then help them manage their operations. And through creating the digital backbone, we'll be able to now have access to data on medicine use and consumption that allows us to then build a better supply chain to ensure that the pharmacies are stocking only medicines that have passed through a trusted source to get to them. Because in an analog system that currently exists, where medicines come onto the shelf space from multiple sources without any digital trace as to where they were bought from and who the drug has been dispensed to, it becomes very difficult to be able to actually understand how to manage and fix the problem. So today, mPharma has become a digital storefront, working side by side with community pharmacies to build a more robust medicine consumption data infrastructure on the continent. And by being able to provide this digital infrastructure, we are now also attaching unique customer IDs to people walking into these pharmacies, so that in case of any adverse drug reporting or in case for any medicine recalls, you can target exactly the patients who receive those medications from from pharmacies and be able to target and do this in real time. So today, our work has seen us scale this infrastructure across Ghana, Nigeria, Zambia, Kenya, Rwanda, Malawi, and we continue to believe that by continuing to create a data infrastructure that covers medicine use at a community pharmacy level, we can build a trusted source of medicine use that can serve as a foundation to support governments and regulators as they begin to pinpoint exactly how they ensure that medicines getting onto shelves in pharmacies come from legitimate sources, as well as the consumers who are getting these medicines are able to get access to information if there has to be any medicine recalls. And that's sort of the work and approach we've taken. Thanks a lot, Gregory, for your presentation. It's obviously very encouraging to see that there is African solutions. And you know that's at the Brazzaville Foundation, we like to promote the African solutions. We will come back to you in the debate right after, during the Q&A. En français à présent, je vais inverser un petit peu l'ordre des choses parce que notre ami le ministre de la Santé du Niger a une réunion importante à Niamey, je vous l'ai dit en commençant cette table ronde. Donc on va partir vers Niamey maintenant pour écouter monsieur le ministre. La question du panel numéro 2, c'est de savoir comment on peut, malgré ce trafic de médicaments falsifiés, réduire l'activité criminelle et soutenir l'état de droit. Le Niger, comme l'ensemble des pays sahéliens, est soumis à la pression terroriste notamment. Monsieur le ministre, quel est le lien entre le trafic de médicaments et la question de la sécurité d'un pays sahélien comme le vôtre? Merci, Monsieur Richard. Je m'en vais d'abord à titre d'introduction et saluer les panélistes, en l'occurrence Dr Moeti, directrice régionale pour l'Afrique, qui est certainement en ligne,
Dr Moustapha Mijignawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique de la République de Togo, qui est coordinateur de la politique de l'initiative de Lomé, et mon confrère Michel Sidibé, qui est envoyé spécial pour l'Agence africaine du médicament de l'Union africaine, Greg Perry, directeur général adjoint FPMA, Grégory, cofondateur et directeur général Infarma, et Richard Amalvi, vous-même directeur général de la Fondation Brazzaville, son Excellence Amira El Fadil, commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste, qui est également membre du conseil consultatif de la Fondation Brazzaville, Dr Chantal Lacroix, senior régional, qui est au bureau régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et de Centre, sans oublier Oscar Alarson, qui est secrétaire exécutif du comité des parties de la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe. Donc, je voudrais remercier la Fondation Brazzaville pour avoir initié cette table ronde et pour l'honneur porté à ma modeste personne pour introduire ce deuxième panel intitulé « Trafic de médicaments falsifiés, réduire les activités criminelles et soutenir l'état de droit ». L'Organisation mondiale de la santé a défini les produits médicaux de qualité inférieure comme des produits médicaux autorisés qui ne répondent pas aux normes de qualité et aux spécifications, et les produits médicaux falsifiés comme ceux dont l'identité, la composition ou l'origine sont présentés de façon trompeuse, que ce soit délibérément ou frauduleusement. Dans la plupart de nos pays en Afrique, les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés sont véhiculés à travers le phénomène de la vente illicite. Cette vente illicite est animée d'une part par des personnes non habilitées, en l'occurrence les commerçants, les vendeurs ambulants, les dépositaires non qualifiés, etc., par des structures non habilitées également, comme les dépôts anarchiques qu'on retrouve dans les différents quartiers de nos capitales, et d'autre part par l'implication de certaines structures légalement installées, c'est les officines privées, les centrales pharmaceutiques, les ONG caritatives et certaines structures publiques de soins. Force est de constater que le manque de statistiques fiables rend complexe la lutte contre ce fléau. En effet, il est actuellement impossible d'évaluer le nombre absolu de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, que ce soit dans des marchés donnés ou au plan mondial. Cependant, selon des estimations de 2015 de l'International Institute of Research Against Counterfeit Medicine, ce trafic rapporterait 200 milliards de dollars par an et coûte la vie chaque année à des centaines de milliers d'Africains. Outre le coût humain, l'implication de la criminalité transnationale organisée dans ce trafic lucratif et le fait que celle-ci financerait le terrorisme crée une grave menace pour la sécurité publique dans certains pays de l'Afrique. Les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés sont introduits clandestinement sur le marché en utilisant les mêmes voies et techniques que pour la drogue, les armes et le trafic d'êtres humains. Au Niger, les stratégies de lutte envisagées se traduisent sur plusieurs axes. D'abord, il y a l'axe stratégique institutionnel, politique, législatif et réglementaire. Il y a l'axe stratégique de la communication, de l'information, de la sensibilisation et de la technologie. Il y a l'axe stratégique de la répression, l'axe stratégique de la coopération intersectorielle et l'axe stratégique de la coopération sous-régionale, régionale et internationale. Plus spécifiquement, le Niger s'est engagé à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire adéquat avec la révision de la politique pharmaceutique nationale. Cette nouvelle politique pharmaceutique tient compte du contexte global de développement national, des engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière de développement sanitaire et plus particulièrement pharmaceutique, avec comme principes cardinaux la bonne gouvernance, la redevabilité et la transparence à tous les niveaux du système pharmaceutique et la satisfaction des patients. Au renforcement des contrôles au niveau des frontières avec la formation et l'implication des autres parties prenantes, à savoir les forces de défense et de sécurité, la douane, la justice, ce qui a permis les saisies pures et simples des médicaments frauduleusement importés au niveau des postes frontaliers
au même titre que les autres marchandises prohibées, comme la drogue, les stupéfiants, les hydrocarbures, les produits textiles, etc. En plus, le Niger s'est fortement impliqué dans la lutte par sa participation active au dispositif de coopération internationale coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé, par la nomination des points focaux en charge de notification des alertes des produits pharmaceutiques de qualité inférieure et falsifiés, par la signature du traité de l'Agence africaine des médicaments AMA, par la signature de la convention Medicrine, par sa participation active à l'initiative d'harmonisation et de la réglementation pharmaceutique coordonnée par la CEDEAO et l'UEMOA, initiative ayant abouti à l'élaboration de plusieurs textes réglementaires pharmaceutiques. Par l'organisation d'une conférence internationale qui a été tenue à Niamey en novembre 2013 et sa participation à plusieurs conférences internationales sur le sujet, dont notamment celle de janvier 2020 à Lomé, à l'initiative de la Fondation Brazzaville. C'est le lieu de remercier l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux qui travaillent sans relâche afin d'endiguer ce fléau qui mine les efforts des pays à offrir des soins de qualité pour le bien-être de nos populations. Je voudrais pour conclure féliciter et encourager la Fondation Brazzaville pour l'initiative de cette table ronde et pour avoir pris l'engagement d'accompagner les pays africains dans la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Je vous remercie. Donc, voilà le décor à planter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour nous avoir parlé de l'expérience particulière, bien entendu, du Niger et pour votre engagement dans l'ensemble de la coordination de l'initiative de Lomé. Je voudrais m'adresser maintenant à l'ensemble des panélistes pour leur poser une simple question. On va tenir compte aussi du temps qui court. Si vous deviez résumer la situation, qu'avons-nous appris de la crise Covid-19 dans la lutte contre les faux médicaments? Est-ce qu'il y a un des panélistes qui s'est déjà exprimé qui voudrait répondre à cette question? My interjection would be that at the end of the day, what we've seen is that we cannot win this fight from just a top-down approach. You need to engage the communities. You need to work with the communities, and this is the patient. We have to have a bottoms-up element as well, which means that access to information and trusted source of information must be available to patients, and patients need to also believe that if they report or bring information upfront to regulators through whatever channels, that this information will be acted upon. Or else if people do no longer feel that they can trust that the information that they bring is going to be acted upon, then no one cares. So we need to integrate a community approach to addressing the issue, because at the end of the day, it affects communities and they need to be at the center of any programs that we create. So, Gregory, if I understand well, you want to shrink the distance between the patient and those who are providing the medicines. You are joining, in fact, what Mrs. Diallo was saying when she said that we miss a kind of communication strategy to speak with the end user who are the patients. Monsieur le ministre, Mijiawa, vous vouliez aussi nous dire quelque chose? Oui, merci, chers amis. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la pandémie de la COVID-19 a confirmé tous les arguments qui ont justifié toutes les démarches entreprises, aussi bien pour ce qui est de l'initiative de Lomé que pour les autres entités qui ont le même objectif. Parce qu'avec la COVID-19, on s'est rendu compte que le problème ne peut que s'accentuer lorsqu'on est en face d'une urgence de santé publique. Ça ne peut que s'accentuer lorsqu'il y a une demande qui dépasse l'offre, et ça met en exergue la nécessité de la question de l'autorisation de mise sur le marché. En d'autres termes, dans l'état présent des choses, il est pratiquement inefficace qu'un pays à lui seul interdise ou autorise un médicament lorsque ses voisins n'ont pas entrepris la même démarche, d'où la nécessité d'une démarche collégiale avec, au final, une autorisation de mise sur le marché qui serait valable, qui serait unique et valable pour tous les pays. Et je pense que c'est l'une des missions de l'Agence africaine du médicament. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voudrais dire aux auditeurs que s'ils ont des questions, ils peuvent bien évidemment nous les envoyer par le petit bouton
qui permet de rentrer en conversation. Et comme ça, donc, on va pouvoir relayer les questions. Sur le panel numéro 2, nous y revenons. La question de la sécurité et de l'état de droit. Nous avons un intervenant de qualité qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous a laissé une vidéo. Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière est un spécialiste internationalement reconnu de toutes ces questions. Il est membre du conseil consultatif de la Fondation Brazzaville et il est un des concepteurs de l'initiative de Lomé. Comme il est actuellement en voyage, donc il a enregistré une vidéo que nous allons visionner ensemble. Now it's time to listen to Jean-Louis Bruguière. Mesdames et messieurs les ministres et représentants des États partis à l'accord de Lomé, monsieur le directeur général, cher Richard, mesdames et messieurs, c'est un privilège pour moi aujourd'hui de pouvoir m'exprimer autour de cette table ronde, à l'occasion de cette table ronde, sur le sujet des faux médicaments, du trafic des faux médicaments et surtout sur la dimension sécuritaire qui résulte de ce trafic, c'est-à-dire la relation qui peut exister entre ce trafic lui-même et la criminalité transnationale et le terrorisme. Il est de fait, et ceci peut-être n'est pas suffisamment connu, qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le trafic de faux médicaments donc alimente en partie et finance en partie les organisations terroristes, que ce soit dans la zone sahélo-saharienne, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Est ou en Afrique australe. Aujourd'hui, nous constatons que l'ensemble des trafics, mais pas seulement le trafic de tabac, le trafic d'armes, mais également le trafic des êtres humains, mais aussi le trafic de faux médicaments, finance ces organisations terroristes, d'autant plus que les organisations liées à l'État islamique en Afrique, les provinces qui prolifèrent, ne sont privées des finances, ou du moins des ressources financières provenant du califat, lequel a disparu, comme vous le savez, donc dans la zone syro-irakienne. Donc on a incontestablement une problématique sécuritaire majeure dont il faut s'occuper, car ce trafic qui est mortifère, et nous le savons sur le plan sanitaire, mais il est également, et ça c'est moins souligné, mais il le faut qu'on le souligne, important sur le plan sécuritaire. Si les deux domaines, si vous voulez, le sécuritaire et le sanitaire, se combinant depuis fin 2019 et surtout 2020, donc aggravent singulièrement la situation et rend l'urgence donc de renforcer cette lutte. C'est ce qui a été fait grâce à l'initiative de Lomé, donc, et sous l'impulsion forte donc, de la Fondation de Brazzaville qui a été à l'origine. Et je suis personnellement heureux d'avoir pu participer à cette opération, cette initiative en tant que membre du conseil scientifique. Et j'ajoute que cela fait à peu près une vingtaine d'années que je suis mobilisé sur ce front, bien avant avoir rejoint la Fondation de Brazzaville. Et j'ai poussé cette fondation donc à aller dans ce sens. Et aujourd'hui, le résultat est très significatif puisque les membres de cet État, peut-être demain l'ensemble de l'UA, c'est le souhait, donc aura rejoint cette initiative et partira et s'engagera résolument. Alors, la criminalisation de ce trafic est bien sûr complètement essentielle parce que le niveau actuel, suivant les États, est relativement faible et que les trafiquants ne risquent pas grand-chose. Et donc, il est important de les criminaliser. La criminalisation est fondamentale et pas uniquement ça. Non, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de parler des autres facteurs, mais il nous faut criminaliser fortement ce trafic et cette délinquance, cette criminalité-là. La Fondation de Brazzaville s'est engagée et a notamment après la signature, en initiant donc un audit législatif de l'ensemble des États membres, ce qui n'a pas été simple. Cet audit est réalisé, il est en cours d'évaluation, il est très significatif. Il va servir de base donc à une autre initiative donc plus opérationnelle qui va consister à demander à chaque État membre, les aider éventuellement techniquement en tant que de besoin, donc à modifier leur législation, donc tant au niveau de l'incrimination donc qui peuvent ne pas exister dans cette législation qu'au niveau des peines appliquées et de convaincre donc l'ensemble du système répressif, donc la chaîne répressive, la chaîne pénale, donc d'interpeller, d'arrêter, de neutraliser donc ces trafiquants. Les solutions législatives qui doivent être prises, elles sont connues, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est après cet audit, c'est de voir quels sont le niveau des peines. Le niveau, en tout cas, de combler ce que je pourrais dire les trous dans la raquette pénale, donc de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation des législations au sein de l'ensemble des États
et que les États, certains individus n'aillent pas dans des États où la criminalisation est plus faible. Et j'ajouterais qu'il faut également rentrer dans des processus d'extradition plus compliqués, mais qui sera nécessaire toujours pour faire en sorte que la répression soit forte et que la dissuasion soit importante et que les trafiquants ne cherchent pas à profiter des lacunes législatives ou institutionnelles des États pour pouvoir donc perdurer, continuer dans ce trafic. Autre élément important, mais là aussi l'initiative donc de Lomé y a été et la Fondation Brazzaville y a poussé, c'est le fait que l'ensemble des États membres signent et ratifient les accords, la convention Médicrime. Donc on est dans un scénario, dans un processus extrêmement important qui est majeur, qui est celui de l'engagement de la Fondation donc, pour aider l'ensemble des États membres donc, dans la phase d'exécution après celle donc la signature de l'accord, visant donc à mettre en place des institutions pour criminaliser l'ensemble de ce trafic et lutter également, un élément important, mais aussi ça passe par la phase pénale et criminelle, contre la corruption, car si la corruption est un facteur qui facilite amplement donc ce trafic. J'ai été un petit peu long, je vous remercie de votre attention, mais je voulais absolument souligner ici l'importance donc de la relation entre trafic et financement du terrorisme et la dimension sécuritaire qui s'attache donc à ce trafic mortifère donc des médicaments contrefaits et de qualité inférieure. Merci de votre attention. As I mentioned at the opening of this roundtable, the Brazzaville Foundation has conducted a legislative audit to support the legislative upgrades that will criminalize trafficking. This is what the Judge Bruguière has just said. It is a big part of the work that we will do in the next months together with Jean-Louis Bruguière, and we should release a report, we hope, beginning of July in this regard. So we now welcome an important partner in our work, Adam Aspinall, chair of the Fight the Fake campaign. Adam is also Senior Director, Access and Product Management at Medicines for Malaria Venture. Adam, can you tell us about this partnership and its role in halting substandard and falsified medicines? Thank you, Richard. Yes, absolutely. Your Excellencies, distinguished guests and panelists, it's an absolute honor to be here and to share this very important meeting with you. And the first thing I'd like to share with you really are some thoughts on why it was important to set up this alliance in the first place. You'll have heard Greg, my colleague, Greg Perry, mention this in part earlier on. The very simple fact is that this is an absolutely enormous problem, and it affects many, many lives every year. You've already heard that 1 in 10 medicines in lower and middle income countries are estimated to be falsified or substandard. But we also know that lower and middle income countries are disproportionately affected by this problem. For example, in Africa, that accounts for around 42% of the entire global traffic in falsified and substandard medical products. It's a massive problem. Because of that, this is not an issue that any one organization or entity can tackle by themselves. I've heard during this meeting a lot of talk about the importance of coordinated responses, of partnership. These are crucial elements, and the only way we can really tackle this issue. So the Fight the Fakes campaign started back in 2013 as a group of interested organizations that came from very different backgrounds, representing broad constituencies, and had one common interest, which is to address and try and tackle this problem. So we began 7 years ago, representing everybody from manufacturers, distributors and wholesalers, academia, researchers, not-for-profit organizations, and we had almost 40 organizations by 2020. And we created this organization really to raise awareness of the issue of substandard and falsified medicines and to step up action against it. And last year, after 7 years, we decided to take the next step and to move to become a formal not-for-profit organization
and create a movement of allies, not just to raise awareness, but also to facilitate cooperation between partners and to promote implementation of initiatives to fight fake medicines, and to look at what we can do at a country level to help strengthen capacity. So that's why the alliance was formed. And the second thing I wanted to cover is the impact of COVID-19 on substandard and falsified medicines. Everybody knows this has been a huge, huge issue. And one thing we know about counterfeiters is that these are very, very smart people. They're very agile. They're good business people. They can respond quickly to opportunities. And of course, that's exactly what this pandemic was, a massive business opportunity. I think the start of the pandemic caught pretty much everybody by surprise, and there was a global shortage of protective equipment, gloves, sanitizers, masks, and this was a real issue and an opportunity. And we saw very early on that traffickers were able to produce masks that perhaps weren't very effective. We heard stories about sanitizer contaminated with methanol, fake remdesivir, and of course, more recently, we've heard reported that in, I think, 32 countries now, reports of falsified vaccines. And since the start of the pandemic, one very interesting thing is that WHO has seen a correlation in reported substandard and falsified medical products and media attention on specific therapeutics or vaccines. In other words, the more attention a particular product gets on the news, the more demand there is, and the more or the higher the incidence of substandard and falsified versions of that product that they've seen. It's very, very interesting. There is one silver lining, I guess, if you can call it that, which is that the pandemic has really shone a light on the whole issue of substandard and falsified medical products. It's an issue that in lower and middle income countries, we've known about for many years. It's been a huge issue, perhaps less familiar to more developed countries, and it's probably come as a bit of a shock to some of those. And it's really been a wake-up call globally that this is a problem. We know that COVID has disrupted supply chains, it's upended economies, and it really has pushed very desperate people who have no hope of getting proper medications towards untrustworthy sources. The problem, of course, is that trust in medical products, and particularly vaccines, is an absolutely critical part of ending this pandemic. We know that substandard or falsified vaccines are bound to increase the vaccine hesitancy, which is already a major problem in many countries. And it's something that needs to be addressed very quickly. And of course, part of the epidemic of falsification is also the falsification of information. And that's something that is just as important and possibly even harder to combat than the trade in drugs. So what about the economic implications of substandard and falsified medicines? Well, we know that WHO has estimated that substandard and falsified antimalarials, a subject close to my heart, as well as antibiotics, are responsible for around 286,000 excess deaths every year. 280, it's an incredible figure, which is really hard to take in. But these are all totally unnecessary. Whoever says that producing fraudulent drugs or medical products is a victimless crime is absolutely wrong. This is, in many cases, tantamount to murder, because the people that produce these products know exactly what the implications are, and they really don't care. We know that each year, countries, particularly lower and middle income countries, waste over $30 billion spending money on falsified or substandard drugs. That doesn't even include the socioeconomic cost that comes with individuals and societies. And this is something which is really holding back the economic development
of many countries. It's not just the simple pure drug costs and those that go with it. We've heard estimates that the impact of falsified and substandard medicines globally could be anywhere between $10 and $200 billion. So this is huge business and very lucrative to criminal gangs. And finally, just a word about what's making these products harder to identify or very difficult to identify. And the first thing to mention, of course, is that they're not meant to be easy to distinguish, and they're really not. Many of you would have seen falsified packs of whether it's antimalarials or antibiotics or any other medicines. And in many cases, they are almost indistinguishable from the real thing. Unless you really know what you're looking for, sometimes it's even hard for the manufacturers to tell the difference. And we know that as quickly as anti-counterfeiting measures are put in place, the criminals seem very quickly able to replicate them. And that could be holograms on packs, it could be the scratch and SMS panels. We know that sometimes they've even set up fake SMS lines. So if you send an SMS to see if your pack is genuine, you'll get a text back and yes, it is, whereas actually the text comes from the criminal gang. And of course, the other thing that we've heard of is that criminals do reuse genuine packs. They buy them from people in hospitals and then put fake drugs in genuine packs. So that makes it even harder. So this really is like spinning plates. We know that detection technology is very important and it's certainly improving. Things like TrueScan, the mini labs, these are all a very important part of the solution. But unfortunately, at the moment, they're not widely available, particularly in Africa. That will hopefully change with time as costs come down. But that's a very, very important part of it. We believe that ratification of the African Medicines Agency is an absolutely critical part of the solution, as is the Medicrime Convention as well. So there's just a few thoughts on behalf of the Fight the Fakes Alliance. We're very proud to be part of this fight and to be part of this meeting. Thank you. Thank you very much, Adam. At the Brazzaville Foundation, you know that we strongly support Fight the Fakes Alliance, and we were glad you could join us today. Il y a 3 mois, nous avons été aussi très heureux d'entamer une conversation avec le Bureau régional pour l'Afrique occidentale et centrale de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Une grande partie du travail que nous réalisons est inspirée par les lignes directrices de l'ONUDC, par les conventions de Palerme et de Mérida. L'ONUDC, l'OMS et l'organe international de contrôle des stupéfiants ont émis une déclaration en août 2020 sur l'accès aux médicaments placés sous contrôle international pendant la pandémie de Covid-19. Nous accueillons à présent Chantal Lacroix, conseillère principale de l'ONUDC au Sénégal, à Dakar. Madame Lacroix, comme organe des Nations Unies, quel est le rôle de l'ONUDC pour combattre le trafic de médicaments comme activité criminelle et quels sont ses moyens? Merci Richard. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Brazzaville et en particulier Richard pour l'initiative d'organiser cet événement vraiment avec une panoplie de partenaires à tous les niveaux, qui est un travail vraiment essentiel dans la lutte que nous menons. J'en profite aussi pour féliciter Monsieur le ministre, professeur Midjiyawa, pour le leadership et la coordination politique sur la thématique, notamment à travers évidemment l'initiative de Lomé. Mesdames, Messieurs, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour participer à cet événement important et pour présenter le rôle que l'ONUDC joue et peut jouer dans cette lutte contre le trafic de pharmaceutiques, dans notre cas et dans ce qui me concerne, sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, ça a déjà été mentionné, évidemment, notre travail se situe dans le cadre de la Convention de Palerme et de la Convention de Mérida, qui est un travail, en fait, de soutien des États dans la lutte contre le trafic de produits pharmaceutiques, et vraiment de facilitateurs aussi de partenariat et au niveau des renforcements des capacités.
Ce que nous prônons en grande partie dans cette lutte, c'est vraiment une approche intégrée au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau international. Ça a été mentionné par plusieurs interlocuteurs, notamment le lien entre le trafic de produits pharmaceutiques et le financement du terrorisme. Oui, effectivement, mais il y a aussi d'autres liens qui se situent dans le monde, si vous voulez, du trafic transnational organisé, où il y a besoin de créer justement des liens pour mieux faciliter la lutte contre le trafic de produits pharmaceutiques. Donc, compte tenu de l'interconnexion des enjeux liés au trafic de médicaments falsifiés, nous soutenons le développement de programmes intégrés pour lutter efficacement contre la criminalité liée au trafic de produits pharmaceutiques. On parle ici notamment de la cybercriminalité, donc de la vente en ligne, du darknet, des crypto-monnaies, qui sont des moyens de plus en plus utilisés justement pour se procurer des médicaments falsifiés. Ça a été mentionné aussi, la corruption. Richard l'a mentionné dans son introduction, un élément vraiment essentiel. Donc, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et de distribution des produits au niveau autant national que régional. Le blanchiment d'argent, la réduction de financement des réseaux et de la menace terroriste doit également être intégré dans toute approche pour contre la lutte de produits pharmaceutiques. Également, la sécurité maritime, la gestion des frontières, donc la surveillance des points d'entrée sur le territoire de ces produits et la réduction de la demande de drogue, donc l'influence sur l'utilisation des précurseurs et l'usage non médical des médicaments. Ça a été mentionné donc à plusieurs reprises, je vais pas aller dans les détails, mais essentiellement, cette approche doit être une approche holistique, donc qui traite les questions de prévention, de détection et de répression. Donc, prévenir la fabrication, la vente et la consommation de produits médicaux falsifiés, détecter les produits médicaux falsifiés et réprimer le trafic afin de protéger les patients et la chaîne d'approvisionnement. Cette mise en œuvre doit être faite évidemment de manière coordonnée. Ça a été mentionné par Monsieur le ministre de la Santé du Togo, cette approche collégiale au niveau régional qui est vraiment une approche que l'ONUDC cherche à promouvoir, donc vraiment d'amener les pays à collaborer, à travailler ensemble, à échanger de l'information, à faire des investigations conjointes, des saisies conjointes au niveau régional ou sous-régional afin de mieux lutter contre le trafic de produits pharmaceutiques. Donc, c'est vraiment cette question de mobilisation des partenaires. Un des gros travaux, je dirais vraiment un très gros aspect de notre travail à l'ONUDC au niveau du bureau régional, c'est de soutenir le renforcement de capacités et notamment sur 5 piliers d'intervention. Le premier pilier se situe au niveau de la sensibilisation, donc des campagnes de communication et vraiment de créer cette confiance qui a été mentionnée d'ailleurs par l'interlocuteur juste avant moi en Fight the Fakes. Donc, vraiment de créer cette confiance de la population sur tout ce qui est du niveau autant politique que santé publique et d'avoir justement d'utiliser des leaders communautaires, par exemple, pour créer cette confiance. D'avoir des campagnes de communication, de soutenir également l'identification de fakes dans les médias. Ça a été aussi mentionné par l'interlocuteur avant moi. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation et de prévention, si vous voulez, qui est très, très important. Un autre volet de notre travail est au niveau de l'assistance législative et la création de standards minimaux régionaux afin de renforcer les cadres juridiques et aussi justement de renforcer ce travail au niveau régional
sur l'échange d'informations et aussi l'échange vraiment au niveau des investigations dans la lutte contre les produits pharmaceutiques falsifiés et trafiqués. Un autre pilier, donc le troisième pilier, se situe au niveau de l'innovation, donc de l'intelligence artificielle et de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Je l'ai déjà mentionné au niveau de la cybercriminalité, mais également au niveau du renforcement du suivi des produits pharmaceutiques au niveau autant national que régional. Quatrième volet, c'est un travail au niveau de la criminalistique et de l'analyse des preuves et l'identification des tendances et finalement le renforcement de la coopération, surtout au niveau de la coopération policière et judiciaire et de la digitalisation du système judiciaire. Donc, à tous ces niveaux, l'ONUDC s'engage et s'est engagé et continuera de s'engager pour soutenir les États en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans la lutte contre les produits pharmaceutiques trafiqués et falsifiés. Donc, c'est un engagement et un travail conjoint qu'on fait vraiment avec tous les partenaires, notamment la Fondation Brazzaville. Je reste à disposition pour toute question ou complément d'information. Et j'en profite pour souhaiter une excellente journée à tous les partenaires africains dans cette journée de l'Afrique. Je vous remercie. Thank you, Chantal Lacroix, for these explanations. We show that tools exist, especially from a legal point of view. The 2021-2024 project that we are building will include a toolbox to help governments and their administrations develop their national control plans. As we do not want to reinvent the wheel, we will, of course, work with all partners, including UNODC, to build this toolbox. WHO also has a role to play in the creation of this toolbox. Stanislav Miaskov, you are in charge of the health product regulation at the WHO regional office in Brazzaville. You are therefore at the heart of the questioning of regulatory processes. What are the challenges that your department has to face with this double issue of the pandemic and drug trafficking? Good afternoon, good evening, colleagues, Your Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity to speak and for sharing with you the insights from the WHO Regional Office for Africa perspective. We have also prepared a short overview of the contribution of the WHO Afro-Regional Strategy for medical products regulation into the fight against substandard and falsified medical products, and we'll be happy to share it with the Brazzaville Foundation to be distributed to your kind attention. As to the question that has been posed by Mr. Chairman, I would like to say that WHO is part and parcel with its member states. So I will not be speaking about the challenges that WHO faces or the regional office faces, but rather about our common challenges in the fight against substandard and falsified medical products. You might know that the frameworks and institutions underpinning this important area of work depend a lot on partnership and interdisciplinary collaboration. And we looked into the details of what is facilitating and supporting these collaborative efforts. And what we saw was that the 2/3 of the member states of the WHO Africa region have either criminal or administrative liability provisions
embedded in the legislation. And unfortunately, only 36% of the member states embedded prevention, detection, and response approach recommended by WHO into their policy documents. When we looked further into the challenges that the SF counter-terrorism frameworks might have, we saw that only 66% of the member states had plans of action around joint activities for the fight against substandard and falsified medical products. The policy is as good as its implementation. And we saw that the lack of the risk-based approach towards sampling and market surveillance could be one of the obstacles in the fight, in the successful fight against substandard and falsified medical products. Out of these 66%, not all countries periodically update these plans of actions, and only 28% have funds to implement them, and 25% have infrastructure for handling SF products. Many speakers emphasize today the importance of the supply chain infrastructure. Indeed, it's very important. But when we zoom in on the SF fight, it's as important to have infrastructure to handle these low quality products and to be able to dispose of them in a very short time. Otherwise, as the distinguished Minister of Health and Public Hygiene of Togo said in his speech, we see that they siphon back into the supply chains and find their way back to the population, despite the fact that they have been seized and despite all this action that was taken against them. So we see that implementation of the policies and enforcement of legislation needs to be supported by the appropriate infrastructure and appropriate funding. You might know that WHO worked a lot on building capacity of the national regulatory authorities and on creating bridges between the public health program regulators. And their success depends a lot on these factors. Another area that I wanted to mention is this internal collaboration within the health sector. We know that there are platforms and multidisciplinary collaboration established at the topmost level, at the level of the presidential administrations or of the Prime Minister's office, and this is excellent. This shows high-level leadership. But having these platforms doesn't preclude us from having inter-health sector collaboration, and this is very important. And unfortunately, this important area remains unleveraged. We see that the participation of the public health programs in these efforts in Africa remains very weak. It varies from 17% of the anti-TB programs participated in the SF efforts to only 6% of cancer programs in the countries participating in SF counteraction. This has to be improved. And many speakers emphasized on the importance of communication and sensibilization of communities and consumers. This is a very important area in which we need to invest more. And this is aligned with the WHO program of work for this year and for the upcoming biennium. So in conclusion, I would like to say that we do need better domestic financing of SF counteraction platforms. We do need better advocacy for coordinated and concerted action against SF. We need infrastructure, yes, for supply chain, but also
for the appropriate management of the seized products, to be able to store them safely and incinerate them as appropriate to prevent their siphoning back into the legitimate supply chain. And of course, we need access to reliable quality control tests, periodic risk-based sampling plans, and I insist on the risk-based approach there. And last but not least, we need active and militant champions of the fight against substandard and falsified on all levels, starting from the topmost political level and down to the communities and even individual patients. And we all need your input and contribution in this. We need you to be these champions and to inspire others. I thank you for your attention, and I confirm our availability to technically support you in this fight. Thank you. Over to you, Mr. Chairman. Stanislav, as we discussed when we met in Brazzaville, we'll obviously build on your competencies and knowledge and expertise. We've cited the Palermo and Merida Conventions under the UNODC. There is another international convention promoted by the Lomé Initiative, which is the Medicrime Convention of the Council of Europe, which is open to non-member states. Oscar Alarcón Jiménez is the Executive Secretary of the Medicrime Committee. He's with us this afternoon. Oscar, the floor is yours. Thank you very much. First of all, I would like to thank the Brazzaville Foundation for having invited the Committee of the Parties of the Medicrime Convention to participate at this roundtable. A particular thanks for Richard, because he's extremely committed in the fight against this scourge, and it was a very good roundtable in terms of timing, and in particular in terms of speakers, I mean the high-level speakers. In terms of timing, because it's an important, I mean, it's quite timely, the situation that we're living right now within this pandemic situation. I'm going in particular to introduce briefly the Medicrime Convention. The Medicrime Convention is the first and only international legal instrument dealing with the fighting against the falsification of medical products and other similar crimes from a criminal law perspective. It's a criminal law instrument. And the aim of the convention is to prevent and combat the threats to public health with, we call it the 3 Ps, prosecuting certain acts, protecting the rights of victims, and promoting national and international cooperation. In fact, we're talking about a scourge, as I mentioned before, which is not national, is worldwide. All countries are subject to this concern. In fact, is increasingly widespread because, I mean, it's an international problem. And the alarm came in particular when a lot of falsified medical products were on the market. This falsification of medical products and other similar crimes affect, of course, economies and jeopardize health and life of individuals. Why then the need of an international instrument? Well, first of all, because we lawyers, regardless whether we're judges or prosecutors, we need definitions, legal definitions. It should be understood the same thing in Russia, in Ecuador, in Italy, in Spain, whatever. I mean, there should be an harmonization about what a falsified medical product is. We have seen this. I mean, at the beginning, the terminology was different. Now the terminology has evolved. We talk now about substandard and falsified. Secondly, I mean, there is a need, well, in fact, this activity need to have some sanctions, otherwise they will continue. And then international cooperation is the key and the essence of the fight against this scourge. The falsification of medical problems then is a problem. So the falsification of medical products, sorry, it's is a problem of global proportions. It violates basic human rights, in particular right to life, and also is a direct threat to public health. So we say here, the Council of Europe, that this is a transborder crime. Please
take into account that the Medicare Convention does not seek to address issues related or concerning to IPR, intellectual property rights. No, we have another angle. I mean, we do respect the intellectual property rights. However, the angle that the Medicare Convention is about human rights, okay? As I mentioned before, there is no harmonized international legislation, and the Medicare Convention intends to give this transnational approach. The Medicare Convention, in fact, the scope of the Medicare Convention is medical products, and therefore the convention understands as medical products on the one side medicines, and on the other side medical devices. Everybody knows what a medicine is, at least it could have or may have an idea about what a medicine is. However, the difficulty becomes with medical devices, which is an apparatus, you know, used for diagnosis or therapeutic purposes. I mean, here the border is quite difficult. I mean, it could be, for example, you know, catheters or contact lenses or condoms or whatever. Nowadays, we have discovered that there are quite a lot of problems, in particular, falsified medical devices put it into the market, introducing in the legal supply chain. This is a real danger, okay? When talking about medicines, the convention, or we should consider that there are medicines not only for human beings or for human use. We need also to take into account that there are medicines for veterinary use. We normally forget this idea, but we need to be aware about this issue. But let's go then deeper to the Medicare Convention. The Medicare Convention has only 4 criminal offenses, nothing else. First of all, manufacturing of counterfeits. It's self-evident. Secondly, the supplying, offering to supply, and trafficking of counterfeits, also self-evident. Then we have the falsification of documents. What should be then understood as document? If we have, for example, whatever medical product, inside the product there is this, the notice, you know, so it could be falsified. However, the packaging should also be, or may also be, or is subject to be falsified. So we talk not only about the packaging, but also the instructions in this inside, but also another important element, all those documents needed so that this medical product goes from country A until country B. So customs are also related and also are needed in this concrete fight. And then there is another article within the Medicare Convention called Similar Crimes Involving Threats to Public Health. It gives, by the way, title to the convention. And it refers to all those conducts, or sorry, all those, I mean, there are a lot of products which are not falsified, but they are, or can be found in particular in a country. How can I say it? Well, sorry, let's put it with an example. Yes, all those products that can be found in a country without having the legal authorization in that country. So this does not mean that those countries are falsified. This means in particular that they have not the legal or the administrative authorization. Again, this does not mean that these products are falsified, but they put at risk the health of people, and therefore the convention considers these products as if they were falsified. Do you see the nuance? So this is an important element. Nowadays, within the current pandemic 19 situation, we have noticed, following the contact that we have with the different parties to the convention, that there has been a lot of cases of falsification of medical products and also medical devices. Nowadays, as medical products, vaccines. And before, in the previous waves of the pandemic, we have seen the personal protective equipment falsified, gloves, masks, testing kits, whatever. The convention establishes, of course, the national and international cooperation, as I mentioned before, is key in particular for fighting against this scourge. Because in fact, with international cooperation, we cope cross-border situations. Given that it is a criminal law convention, the Medicare Convention introduced important and key criminal aspects like corporate liability, aggravating circumstances,
previous conventions, extradition, investigation, prosecution, and procedural law, etc., etc. So I will not go into detail. However, I could give you some 4 reasons, no 5, let's say 5 reasons why it is important for countries to join the Medicran Convention. First of all, because it's necessary that legislation, it is necessary harmonization of legislation. The same concept should be understood everywhere. And this is an important element. Second reason, contact points. It is necessary that all the actors, national actors working or fighting against this scourge, be in contact with other or their homologues in other countries, because it's thanks to this international cooperation that this scourge can be tackled. Then an important element is international cooperation and national cooperation. Medicran Convention give tools in particular to fight against this problem. A fourth problem, I would say that it's the Committee of the Parties, to participate the Committee of the Parties. The Committee of the Parties is the entity which is supervising or monitoring the implementation of the convention. All those parties that have ratified the convention can assist and take part of the Committee of the Parties, but also those other countries that have signed or even been accepted by the Committee of Ministers can participate at the Committee of the Parties. But the most and fifth important reason is the protection and the prevention, the prevention of this problem and the protection of victims. This is the major reason. Again, this is the only criminal law treaty which establishes this within its text. Status of play of the convention. We have 18 parties have ratified the Medicran Convention. There are also 16 countries that have signed the convention. I would like to mention in terms of Africa that Guinea, Benin, and Burkina Faso have ratified the Medicran Convention, and we thank these countries for having done this step in this particular fight. It is thanks to Guinea that the Medicran Convention entered into force. And it is thanks to Burkina Faso that the Committee of the Parties could also gather. So this is an important element. Even within Africa, there are other countries that have signed the convention, like Morocco, Niger, and Ivory Coast, Côte d'Ivoire. And I have the pleasure to tell you that there are other 3 invited countries, Congo, Mali, and Tunisia, that have been invited by the Committee of Ministers to join the convention. I would like to finish by saying that the Medicran Convention, it's, the Medicran Convention is a criminal law convention which has this Committee of the Parties, and everybody is invited to take part of the Committee of the Parties. Not only countries, but also other NGOs and associations. Tomorrow, which begins the meeting of the Committee of the Parties, there will be 5 NGOs that will defend their cause, and maybe the parties of the convention will grant observer status to these 5 NGOs and associations, among them IFPMA, PSI, Bread Civil Foundation, Opals, and other associations. I hope that we will count soon with Fight the Fakes within the Committee of the Parties, and we will cooperate together. Again, the Committee of the Parties is the place to be. Everybody has its role to say, and we are all against this scourge, and we are all in the same boat. Thank you very much, and thank you for having given me the possibility to introduce the Medicran Convention in this forum. Thank you. Thank you, Oscar. So we meet tomorrow. We meet tomorrow as we will have to present our candidature to the observer status to the Committee of Party of the Medicran Convention. We have had some questions. Unfortunately, we are running out of time. We are so passionate with all these issues. I just want to go through the questions, and what I suggest is that we will respond to it in written. So you will receive in the coming days a newsletter with a report of this roundtable, and I promise that we will also respond to the questions that were addressed by Ava Bougajar-Gleitman, Sitsofe Owoui, Sewa Neglokpe, and Patrick Jivanovic. Several questions that
unfortunately, we cannot address now. S'il est temps de clore cette table ronde, je ne peux pas vraiment faire une synthèse comme ça à chaud, mais il me semble qu'il y a plusieurs sujets qui ont été soulevés. Si on se réfère au titre qui nous demandait de considérer la situation liée à la pandémie, il semble que la crise a révélé que dans l'urgence, les gouvernements pouvaient mettre en œuvre une action interministérielle qui est la réponse nécessaire à l'approche systémique du problème du trafic. Nous l'avons vu, notamment avec la présentation que je vous ai faite initialement. Il y a plusieurs mots-clés qui se ressemblent, qui ont été cités par la plupart des panélistes. Coordination, alliance, coalition, synergie à tous les niveaux. Il a été bien dit par la plupart aussi des intervenants, aussi bien dans le panel 1 que dans le panel 2, que nous devons renforcer le cadre normatif de manière coordonnée et aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau national, au niveau du continent africain, nous l'espérons avec le lancement de l'Agence africaine du médicament, et puis bien sûr au niveau international avec l'existant, ce que Oscar vient de nous dire de la Convention Médicrime, mais aussi avec les instruments de UNODC. Je pense à d'autres organisations intergouvernementales, l'OCDE notamment. Je crois qu'un de ses représentants est parmi les auditeurs aujourd'hui. Enfin, bien évidemment, une action concertée entre tous les acteurs en termes de plaidoyer. Une nécessaire information et conscientisation des populations. Il est important que les populations, qui sont les patients, comprennent que ces médicaments les tuent et que donc il faut aller ailleurs chercher des médicaments de qualité. Ça suppose aussi qu'ils soient abordables en termes de prix. Enfin, le grand sujet qui a été abordé quasiment par tous les panélistes aujourd'hui, c'est la préservation de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Elle est la clé qui permet de comprendre et de résoudre le problème. C'est un des éléments sur lesquels nous allons continuer de discuter, bien évidemment, entre nous. Donc, je vous ai dit, dans quelques jours, vous recevrez une newsletter pour vous transmettre le rapport de cette table ronde. Nous allons répondre aux questions qui ont été posées par 4 des auditeurs. Et puis, nous souhaitons apporter l'essence de cette conversation à l'Assemblée mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé, puisque nous nous sommes inscrits cette semaine dans le cadre de la 74e Assemblée mondiale de la santé. Une pensée, bien sûr, pour l'ensemble de l'Afrique aujourd'hui, Journée internationale de l'Afrique, pour une meilleure santé, tout simplement. Enfin, demain matin, dans Politico, vous retrouverez une tribune. On vous transmettra le lien avec la newsletter, une tribune signée par 4 d'entre nous pour reprendre les éléments clés dont nous avons discuté aujourd'hui. Je voudrais maintenant donner la parole au professeur Mijiawa qui va clôturer officiellement cette table ronde. Merci, cher ami Richard Amalvi. Très heureux d'avoir suivi tous ces échanges avec des intervenants de haute qualité dont les expériences ont été très enrichissantes pour les uns et pour les autres. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le problème, il est tentaculaire, il est multisectoriel et tout le monde est d'accord pour dire que l'abord doit être multisectoriel et les différentes entités qui s'en occupent doivent fédérer leurs énergies dans un souci d'efficacité et même d'efficience. Et je suis très heureux de constater que tout le monde est allé dans ce sens-là. Et ce qui a été initié à Lomé avec les chefs d'État, et notamment celui du Togo qui était la cheville ouvrière, et puis nos amis de la Fondation Brazzaville, trouve un écho encore plus marqué par le biais de la COVID-19. Et je pense que les différents partenaires, les différentes entités, tout le monde est d'accord pour dire que nous devons mener une action concertée parce que toute action parcellaire sera vouée à l'échec. Et je suis très heureux de constater que ce que nous sommes en train de faire va être davantage porté haut, puisque dès à présent, ça va s'inscrire dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous allons continuer dans ce sens-là pour que les différentes dispositions qui ont été évoquées trouvent leur mise en œuvre. Et ceci nous permettra d'être en phase avec les préoccupations de nos populations et avec l'essence de la politique,
qui a pour but de rendre possible le nécessaire. Je vous remercie.